Triage FM sur www.triagefm.fr. Bonhomme qui va austère au milieu des landes, des bruyères, silhouette insolite, bloc de granit dont on foule la terre lentement, comme le temps qui pourtant emporte les idées, les hommes et les amours mortes, le temps qu'il lui reste dans la même veste avant de n'être plus qu'une statue, un nom de rue. Vous êtes là dans le bureau qu'il occupait à la mairie de Château-Chinon? Je suis installé derrière le bureau que le président avait choisi. C'est toujours le même bureau. Le reste a changé, mais le bureau est le même. Il y a son atmosphère qui est là quand même. Un certain nombre de tableaux, c'est lui qui les avait choisis. Là, celui-ci, c'est François Mitterrand. Celui-ci, c'est François Mitterrand qui l'a choisi. Il y a une charge historique chaque fois qu'il y a... Ah oui, c'est toujours avec un peu d'émotion qu'on rentre dans ce bureau. Oui. Il est la force, tranquille, sereine. Il est comme un grand chêne. C'est la futilité de toute chose, la douceur, la fragilité des roses. D'abord, cet anniversaire, il est sous l'égide de l'association des amis de François Mitterrand, c'est que je représente en tant que président. Donc la mairie a voulu s'y adjoindre, alors que d'habitude, la mairie s'y adjoignait, mais sans participer à la préparation. Donc cette année, le maire, comme il s'agit du centenaire de la naissance de Mitterrand et du 20e anniversaire de sa mort, a voulu y participer. Et donc c'est pour ça que la mairie sera beaucoup plus présente et le conseil général aussi. La date anniversaire, c'est le 10 mai bien sûr, mais dans le cadre d'une année un peu particulière, puisque c'est aussi l'anniversaire de sa naissance, centenaire, et c'est l'anniversaire de son décès, donc 20 ans. D'abord, le fait de me dire que mon père aurait 100 ans est un peu une surprise pour moi, mais que je conçois dans la mesure où j'ai des amis qui ont des parents de cet âge, et donc c'est l'ordre naturel des choses. Dire ça ne me rajeunit pas, c'est tout. Et en revanche, je suis beaucoup plus surpris par la date des 20 ans de son décès, car j'ai l'impression que c'était hier matin, qu'il est très présent, toujours très présent, non pas dans le cœur et le souvenir, y compris bien sûr familial, mais dans le débat, dans les idées, dans l'analyse de ce monde, des références perdurent et sont peut-être même utiles pour éclairer l'avenir. Et ça fait déjà 20 ans. Je n'arrive pas à le concevoir, car j'ai l'impression qu'il est très présent. Alors vous êtes maire de Château-Chinon, mais vous êtes cofondateur également de Radio Morvan, une radio libre ici locale. Oui, j'étais cofondateur de Radio Morvan avec Robert-Jean Leclerc, Jean-Claude Ronqui et puis René Guimiot, qui est toujours animateur d'ailleurs à Radio Morvan. 16h40, vous êtes toujours sur le 95. Radio Morvan Force 5. Et on poursuit cette année-là consacrée à l'année 2010. Je suis président de Radio Morvan depuis 1992. Ça va donc pratiquement faire 25 ans. Ça se déroule près de Villiers-sur-Marne. Au niveau des émissions, c'est un peu particulier chez nous parce que on fait beaucoup d'antennes. On a beaucoup d'animations en direct. À partir de 7h le matin jusqu'à midi, c'est du direct. Il y a une équipe qui fait le 7-10. Après, on a une deuxième équipe qui fait le 10-12. Après, on a l'Infomac qui dure 1 heure avec 3 reportages plus des nouvelles de toute la région. On est axé plutôt sur la proximité. On va être une radio d'information. La proximité, pour moi, je pense que c'est l'avenir de nos radios. C'est la seule possibilité d'avoir un vécu et un avenir pour ces radios. Radio Morvan est née en 91, c'est ça? C'est cela, oui. Ici, on est à Château-Chinon, la ville de François Mitterrand, les radios libres. C'est symbolique aussi pour vous d'avoir une radio comme ça ici à Château-Chinon?
Oui, absolument. Bon, de toute façon, au départ, ça a été voulu. Château-Chinon n'a pas été choisi par hasard, je pense, par nos cofondateurs. Les cofondateurs ont choisi Château-Chinon pour un petit peu rendre hommage au président qui avait libéré les ondes 10 ans plus tôt. Mitterrand était par-dessus tout un homme qui aimait la liberté. Il aimait la liberté, il n'aimait pas les entraves à la liberté. Et il avait souffert beaucoup de l'État centralisateur gaulliste, en particulier au Conseil général de l'Asnières, où moi j'ai siégé à côté de lui, physiquement à côté de lui, donc je peux vous dire qu'il était très irrité par les prérogatives du préfet. Donc la libération des ondes, libération des radios libres, était dans la même logique que le fut la décentralisation. De redonner pouvoir aux élus, redonner pouvoir au peuple de s'exprimer par les radios. À l'époque, je co-animais une émission sur la cuisine avec la tante Jeanne. J'ai commencé depuis le début de la radio, avec le maire actuel, mais quand il a vu que je donnais des recettes, il m'a dit « je te laisse toute seule, débrouille-toi ». C'est tout. Et vous étiez commerçante également à Château-Chinon. Oui, j'avais un café-restaurant à Château-Chinon dans le faubourg de Paris. Et là, parfois, il y avait un grand monsieur qui venait. Un grand monsieur qui me faisait téléphoner à midi, j'arrive à 1h30. Oui. Et des fois, ça me gênait parce que j'allais chez le coiffeur et je ne pouvais pas. Ah. La coquetterie. Mais quoi dire? Rien. C'était François Mitterrand. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Et puis, pour nous, ça a été quelque chose d'important parce qu'on a côtoyé pendant assez longtemps François Mitterrand. Nous l'avons eu, bien sûr, sur notre antenne. Parce que c'était quelqu'un qui se promenait beaucoup dans la ville. À chaque fois qu'il venait à Château-Chinon, il aimait faire le tour de la promenade. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a l'espace François Mitterrand sur la promenade. Pourquoi? Parce qu'il ne manquait jamais une visite. Il faisait le tour de cette promenade. Ou alors, il allait en ville, il allait visiter un quartier. Tantôt c'était un quartier, tantôt c'était un autre. Il s'arrêtait pour parler à la population. C'était un homme de contact. Et bon, Radio Morvan, c'est vrai qu'on était un peu à l'affût de sa venue. On entendait l'hélicoptère tourner, parce qu'on n'était pas toujours prévenus, bien sûr. Il y avait les visites, on a des dire pratiquement officielles. Il venait voter aussi, bien sûr. Il votait, il a toujours voté à Château-Chinon. Et par contre, bien souvent, on entendait un hélicoptère. Alors bon, on regardait vite. Tiens, l'hélicoptère arrive. On allait à la descente de l'hélicoptère. Après, on essayait de le suivre. Et à chaque fois, il n'a jamais refusé de rencontrer les médias locaux, que ce soit le Journal du Centre avec lequel on travaille, ou Radio Morvan. François Mitterrand, ici, se comportait comme un individu tout à fait normal. On avait des relations très simples. On allait quelquefois dîner à droite ou à gauche, après les réunions du conseil municipal. Et lorsqu'il a été élu président de la République, il y a une particularité, c'est qu'il est resté conseiller municipal de 81 à 83. Ce qui fait que nous avons eu des conseils municipaux auxquels participait en tant que simple conseiller municipal le président de la République. Ce qui était assez pittoresque. Mais c'était vraiment des relations extrêmement simples. Et il est venu 2 fois au conseil municipal. Et avoir l'honneur d'avoir le président de la République. Et il était un conseiller assidu, très correct, n'interrompant personne, parlant, s'il demandait la parole, il la donnait, mais il n'a pas présidé du tout le conseil municipal. Il avait trop de respect d'ailleurs pour les élus, les fonctions des élus, pour pouvoir empiéter sur leurs prérogatives. Il était conseiller municipal, alors comme on parlait de certaines choses, il donnait son point de vue, mais c'était assez pittoresque quand même. Silhouette insolite, bloc de granit, dont on foule la terre en sifflotant comme le vent. Le vent qui pourtant emporte son joli chapeau. Le chien rapporte. Quand il était ici, c'était plutôt le Morvandio qui venait sur les terres qu'il avait connues. Puis fidèle en amitié avec les gens qu'il avait connus sur le territoire.
Mes parents avaient acheté ici en 1951, voilà, et le président descendait chez nous depuis 1956. Moi, je l'ai connu tout petit, hein, il m'a connu tout petit. Hein, et je me rappelle d'être allé même en vacances chez lui à Osgore. C'était avant qu'ils achètent l'Hatch. Au début, il était considéré comme un client, mais c'était très vite considéré comme un ami. Donc, un ami de la famille. Hein, donc, après ça, les relations, je veux dire, il venait plus comme client, ce n'était plus un client. Mon père essayait de lui donner la même chambre, mais c'était pas toujours le cas. Mais il n'y avait aucune importance, hein, il n'y avait aucune importance. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Oh, plat préféré, il aimait les champignons, l'agneau, la tarte aux pommes, des choses très très simples, les écrevisses à la nage. On lui faisait beaucoup d'écrevisses à la nage. Et avec quel vin? C'était des vins de Loire, hein, Pouilly, Sancerre, à cette époque-là, c'était les vins de Loire. Lui, il n'en buvait pas beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'était pas... Moi, c'était pas difficile. Il arrivait, c'était omelette au jambon, jambon cru, et quand c'était le moment du pissenlit, salade de pissenlit. Voilà. Voilà ses repas. Il mangeait bien, hein. Puis il aimait bien qu'on lui raconte quelques petites anecdotes. Des fois, il y avait quand il avait des invités, il lui racontait des petites histoires. Il adorait ça. Notamment quand Roger Hanin était là, il y avait toujours les petites histoires de Roger Hanin. Ça te faisait... Voilà. Il y a eu aussi, comment il s'appelait? Il est décédé... Raymond Devos. Moi, j'ai le souvenir d'un repas ici avec Raymond Devos. Extraordinaire, extraordinaire, parce que c'est un homme très très cultivé, monsieur Devos. Hein. Mais ça, c'est pas possible, ça. Je vous dis que c'est pour... Oh, mais merde, mais il est tôt quand même. Mais c'est vrai, vous auriez peut-être bien raison, parce qu'il y a des sapins. Hein, oui, il y a des sapins. Bon, lui, c'était le maire de Montsauge, il était de droite à l'époque. Oui, et puis il avait dit à Mitterrand, vous aurez bien des voix, mais vous ne serez jamais président de la République. Ah. Oui, oui, oui. Encore un mensonge. Oui, encore un mensonge. Voilà, tiens. Bon, si je vous le dis, j'y étais. Ouais. Il y a 80 ans, mais bon. Il m'avait dit, je reviendrai. Et moi, franchement, je ne croyais pas. Je disais, oui, ça c'est des promesses qu'il ne pourra pas tenir, parce qu'il aura beaucoup trop à faire. Et François Mitterrand a tenu cette promesse. Il est toujours venu régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, à Château-Chinon, passer une journée. Parce qu'il était en plus conseiller général du canton de Montsauge à côté, qui l'intéressait beaucoup aussi. Et donc, il allait les voir, il allait aussi à Montsauge. Quand il venait à Château-Chinon, il faisait des fois il allait passer quelques heures à Montsauge. Vous l'avez rencontré, le président Mitterrand? Non, moi, il y a longtemps que je l'ai rencontré. J'avais 14 ans quand il a été élu conseiller général à Montsauge. Moi, j'ai mangé avec lui en 1960, Mitterrand. J'étais pompier à Oulu à l'époque. Ah oui? Et alors, comment il était? Très bien. Très bien. Très bien, il était simple, il était très bien. Parfois, vous discutiez avec lui un petit peu? Oui. Oui, je lui disais ce qui n'allait pas. Hein. Vous avez dû voir en me posant le peu que je suis un petit peu... Mais quand il n'y avait pas quelque chose, je lui disais. Il vous demandait conseil? Oh non, ben non. 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 Non, mais j'avais un petit-fils qui était au régiment, qui a eu un angiome au cerveau qui a éclaté. On l'a emmené à Dijon. Et à Dijon, comme il était soldat, ils ne l'ont pas vu arriver parce que le samedi, on ne travaille pas. Hein. Ouais. Alors, ils l'ont porté comme déserteur. Alors, on a téléphoné tout de suite à François Mitterrand. Oh là là. Et ça, il l'a fait emmener par hélicoptère à... Comment ça s'appelle? Au Val-de-Grâce. Et puis, ils l'ont soigné au Val-de-Grâce. Et puis, un jour, il y a un docteur qui dit à Montchamp, écoutez, on ne peut plus. Il était dans le coma des mois. Il dit, faut qu'on l'emmène en Suède. Il dit à Montchamp, vous êtes de Château-Chinon, vous connaissez quelqu'un? Il dit, bah oui, ma belle-mère, je connais quelqu'un. Alors, on a téléphoné à François Mitterrand, mon ex-gendre. Et ils ont emmené mon petit-fils en Suède. Ils l'ont soigné. Il est rentré rétabli. Et depuis ça, à la Timone à Marseille, ils ont un appareil pour le cerveau. Voilà. C'est une belle histoire. C'est une histoire. Et moi, je serai toujours reconnaissante à François Mitterrand. Pour nous, François Mitterrand, c'est un dieu. Ah. Ben oui. Donc même pour des problèmes familiaux, on pouvait l'appeler. Ah oui. Alors là, il était toujours là. Vous savez, il était très simple à parler. Autant, bien sûr, il tenait son rang, mais quand il était en famille avec nous, il était très simple. Regarde
On a envie de se parler, de s'aimer, de se toucher et de tout recommencer. Regarde. Ça c'est ma femme qui est derrière vous, mon fils et ma fille. Voilà. Et tu étais au courant? Jusqu'à 40 ans. Il a 40 ans cette année. Je l'ai dans mon portefeuille, c'est la peut-être c'est la même, mais ils l'ont coupée hein, parce qu'on voit. C'est le chauffeur. Ah, on ne voit plus le chauffeur. Le chauffeur. Bien, le Vieux-Morvan était ma résidence secondaire quand on venait dans la Nièvre. C'était là où je venais avec François Mitterrand pour l'accompagner du temps où il était encore maire de Château-Chinon, c'est-à-dire bien avant son élection. Et donc c'était des déplacements qu'on faisait en voiture avec le premier secrétaire et le maire de Château-Chinon, de Paris, de la rue de Bièvre ou du Parti Socialiste à la mairie. J'ai été chauffeur de François Mitterrand de 1974 à 1996, jusqu'au jour de son décès. J'ai été chauffeur, garde du corps, nounou. Au Parti Socialiste, on m'appelait la nounou du président. Mais moi, j'étais un militant du Parti Socialiste depuis 1971, donc je savais que c'était mon chef de file. François Mitterrand était le père que j'avais pas, était le chef de file d'un parti politique. Voilà, c'était presque une religion pour moi, le Parti Socialiste. Et puis c'était mon ami, mon confident, il me parlait de football, très rarement de politique. Les seules fois, je crois qu'il a dû me parler 10 fois en 30 ans de politique, mais c'est tout. Alors François Mitterrand s'installait toujours à droite du chauffeur, enfin à mes côtés. D'ailleurs, la preuve en est, ça c'était en 1976, oui. Voilà, sortie de meeting. Et là, on ne voit pas la photo, mais il est en train de serrer la main de ma mère qui était à ce meeting aussi. Voilà. Et donc, vous voyez, j'étais là, j'avais 30 ans. Et ça fait 40 ans déjà. 40 ans. Ah, ouais. Moi, il m'a toujours fait confiance parce que, bon, il y a des règles dans je ne veux pas dire que c'était un métier, puisque pour moi, ce n'était pas un métier, c'était un accompagnement. Il y a des règles de secret, il y a des règles de sécurité qui font que je suis toujours resté auprès de lui, et c'est ce qui a créé la confiance l'un envers l'autre. C'était la fidélité, c'était ça, il adorait mes parents lui rendaient bien aussi, parce qu'il y avait une sorte de discrétion. Mes parents, il y avait un droit de discrétion, que nous, enfants, on n'était au courant de rien du tout. Nos parents ne nous disaient rien, et puis il y avait certaines choses qui se passaient, et qui se sont passées, mais nous, on n'a jamais rien su. Donc je pense que ça a créé des liens d'amitié très forts. Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Jean-Claude Ronqui, on est le 9 mai 2016. Oui. Le 10 mai 81, pour vous, ça évoque quoi? Vous étiez où? Ah, mais j'étais déjà à Château-Chinon. Vous étiez à Château-Chinon? Oui, vous étiez alors, aux premières loges. oui, et j'étais effectivement pas très loin du Vieux-Morvan, hein, puisque j'habitais au lycée professionnel à l'époque. Et évidemment, dès qu'on a vu apparaître sur la silhouette sur la télévision, on est sorti. Hein, bon, d'ailleurs, il y avait déjà un petit moment que la ville se remplissait de voitures, d'allées et venues dans tous les sens. Hein, et bien sûr, je me suis dirigé tout de suite vers l'hôtel du Vieux-Morvan, hein, où j'ai vu apparaître quelques instants plus tard François Mitterrand avec son épouse sur la terrasse. C'est qu'au moment où on a appris, disons, l'élection officielle du président, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de foule général qui s'est fait, et tous les journalistes sont restés à l'intérieur avec le président. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. J'ai dit, tiens, je vais sortir dehors pour photographier un petit peu, disons, ce mouvement de foule. Et au moment où moi je suis sorti, je me suis placé exactement où je suis à l'heure actuelle, et en fin de compte, le président est apparu sur la terrasse, à ce moment-là. Et là, effectivement, disons que sur l'angle, vous aviez, disons, le président, Daniel Mitterrand, Roger Hanin, Christine de Grossouvre et d'autres amis du président. Voilà. Donc là, vous avez exactement l'angle, et normalement, la chambre du président qui est juste à côté. C'est là qu'en fin de compte, moi, je me suis permis de faire la photo. Et moi, effectivement, j'ai eu l'impression quand même que j'avais fait une image exceptionnelle.
Ah, la plus belle récompense, effectivement, bon, j'en ai pas fait profit au niveau pécunier, si vous voulez, mais en fin de compte, bon, c'était un petit honneur personnel quand j'aperçois ma photo et mon nom en bas. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre. En 81, j'avais 30 ans. Mais 81, c'est quelque chose de... C'est voir toute cette population qui est arrivée là en très peu de temps, Il y a un monde énorme ici. Moi, comme je dis, ici, c'est le boulevard de la République, c'est pas les Champs-Élysées. Tout le monde était là et tout le monde pouvait rentrer, tout le monde pouvait venir, il n'y avait pas de blocage. C'est-à-dire que j'étais à la mairie et puis à 6h30 à peu près, j'ai dit, Mitterrand était j'ai dit, je vais aller le voir. Et en route, j'ai trouvé son assistante parlementaire qui m'a dit, ça y est, il est élu. On a des confirmations, des sondages de sortie d'urne qui sont fiables, ces sondages-là. Et on a un double sondage et c'est sûr. Et quand je suis arrivé, en effet, c'était la liesse et il y avait un cordon de garde du corps qui empêchait passer. Mitterrand m'a aperçu, il a dit, mais laissez-le passer. Et je lui ai dit, les féliciter, je lui ai dit, c'est sûr. Il m'a dit, oui, c'est sûr, cette fois, c'est sûr. Parce que le premier sondage qu'on lui avait fait passer, il était encore prudent. Le deuxième sondage qui a confirmé, il m'a dit, cette fois, c'est sûr. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création. Château-Chinon, en plus, c'était une gloire locale, plus qu'une gloire locale. C'était que Château-Chinon atteignait la notoriété. Qui connaissait Château-Chinon avant Mitterrand? Personne, pas beaucoup. Les gens de la Nièvre, mais hormis la Nièvre, sa notoriété n'allait pas au-delà. Et là, tout d'un coup, Château-Chinon devenait une petite capitale politique de la France. Pendant le temps où Mitterrand a été élu, en tout cas le jour du 10 mai. Château-Chinon était heureux. Nous sortions de l'anonymat. À tous, je dois, et l'honneur. Je me souviens d'autant plus de mai 81 que j'étais l'adjoint de François Mitterrand ici à la mairie. J'étais son adjoint depuis 1977. Donc pour nous, ça a été une grande joie. Je disais à l'époque que nous perdions un maire, mais que nous donnait un grand président à la France. Et ce qui s'est prouvé. Le 10 mai 81, j'étais donc son chauffeur, son garde du corps. Et c'est moi qui l'ai emmené la veille ici et qui l'ai ramené le soir du 10 mai, rue de Solferino. Avec une voiture, d'abord on avait une CX, malheureusement l'enthousiasme de la foule a fait que ça a cassé l'essuie-glace et comme bien entendu à Château-Chinon il y a souvent de la pluie, c'est pour ça que c'est si vert, hein. Nous avons pris une R30, enfin la R30 de remplacement et nous sommes rentrés sur Paris dans la foulée. J'étais en Gironde, je votais en Gironde, la Gironde m'a ensuite avec Libourne élu à plusieurs reprises, mais à l'époque j'étais là-bas et j'ai voté là-bas, j'ai pris le train pour Paris. Nous avons tant à faire ensemble. Ce qui veut dire que donc j'ai appris les résultats chez moi là-bas, donc à Paris, chez mes parents. Je l'entendais à la télé, je l'entendais dans les rues, parce qu'il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour entendre, pas qu'à la Bastille, hein, mais dans les rues, les klaxons, les gens qui manifestaient leur joie, quoi. Mais j'aurais voulu participer physiquement avec eux, mais bon, j'étais, j'allais dire, déjà d'astreinte pour assumer ce moment historique familial, en tout cas. C'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun. Chacun en pensera et en retiendra ce qu'il voudra, mais c'était c'est une date historique et pour la France et pour la gauche. La victoire de François Mitterrand, c'est-à-dire une belle aventure, un espoir, un rêve qui allait se mettre en œuvre. C'est, je crois, deux dates importantes dans l'histoire de la gauche du siècle dernier.
c'est 36 et c'est 81. C'est l'espérance, et ça m'évoque aussi, bien évidemment, une histoire personnelle. Le 10 mai, au soir, je me suis retrouvé au Vieux-Morvan, et je me souviens très bien, François Mitterrand arrivant sur la terrasse, cette image qu'on a, et j'étais là, et effectivement, plein d'espoir. Son image, pour moi c'est ici, hein, c'est quand il est monté là-haut, saluer tout le monde, avec sa femme, avec de la vanille, avec tout ça, quand il est... Moi c'est l'image que j'ai. Moi, cette image-là, on ne pourra jamais l'enlever. On en a tellement rêvé que sur les murs bétonnés. Bon, alors il reste évidemment les musées, hein, le musée des septennats, hein, on dit du septennat, mais c'est plutôt des musées des septennats. Il y a la fontaine Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal, qui est une réplique de celle qu'il y a à Beaubourg, hein, à côté du centre Pompidou. Et puis, il reste, je pense, quelque chose qui est dans certaines... Enfin, je veux dire, en soi. Hein, c'est à l'intérieur de nous, c'est des moments qu'on a vécu. Hein, moi, j'ai eu la chance aussi d'aller 2 fois à des réceptions à l'Élysée pour le 14 juillet. Des choses comme ça, on n'oublie pas. Hein, on a été marqué par la présence de François Mitterrand, c'est sûr, à un certain moment, et on le garde en soi. Dans ces 2 septennats, il a fait des choses énormes, hein. On ne peut pas y enlever. Il a fait des choses énormes, même pour Château-Chinon. Château-Chinon, il nous a fait des belles choses quand même. Il nous a amené l'armée de terre, il nous a amené l'imprimerie des anciens combattants, il nous a amené d'autres choses que M. Chirac a laissé, n'a pas touché. Mais M. Sarkozy, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il nous a tout enlevé. Et ça fait mal, vous savez, dans un pays de 2000-2500 habitants. Moi, pendant un moment, je tenais le musée du septennat. Comme je connaissais quand même pas beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses et tout ça, et sur les voyages notamment et tout, et je tenais le musée du septennat. Et la dernière fois qu'on l'a vu quand même, c'était au mois d'octobre. Au mois d'octobre 95, il est venu tout seul, enfin avec son chauffeur, et tous les deux, il a visité une dernière fois le musée, en octobre 95. La veille de sa mort, j'étais auprès de lui encore, lui donnant les journaux le matin, voilà. La dernière fois qu'il est monté dans ma voiture, c'était le 1er janvier 96, où il arrivait de Latch, où il avait fait un repas avec sa famille, un dernier repas, et après il est décédé 8 jours après. Laisser le temps au temps. C'était un de ses termes préférés. Laisser le temps au temps, faut pas brusquer, faut pas précipiter. Les choses arrivent toujours quand on en a le désir et on en a la volonté. Après la mort de François Mitterrand, ça a été un choc. J'étais pendant près de 3 ans sous traitement. J'ai eu du mal à m'en sortir. Enfin bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'était le père que j'avais perdu. Je perdais le père qui a été mon ami, que je voyais tous les jours, qui s'asseyait à côté de moi. On parlait de mes soirées, on parlait de football, on parlait de... Voilà, on faisait du temps où il n'était pas président, on faisait des grands trajets en voiture, on descendait jusqu'à Latch en voiture, on descendait... donc c'était vraiment des moments très intenses. Alors il est certain que quand on perd un ami comme ça, c'était pas mon employeur, c'était pas mon autorité, c'était un ami que j'amenais pour vous dire à quel point c'était un ami. Pendant plus d'1 an, au début, quand j'ai perdu ma fille, donc j'ai commencé à travailler avec lui tous les jours, en 77, pendant plus d'1 an, je n'étais pas payé. Le Parti socialiste ne savait même pas que je travaillais avec lui. Enfin, il me remboursait les frais et tout ça. Et un jour, François Mitterrand me dit « Mais Pierre, qui vous paye ?» J'ai dit « Personne, monsieur. » Mais alors, comment vous faites? J'ai dit « J'ai mon épouse qui travaille. » Ah oui, mais ça va pas, ça. Et puis donc, il a demandé au Parti socialiste de me régler, de me payer, de me donner un salaire. Mais moi, j'étais content parce que, moi, le fait de manger, d'être avec lui, j'avais pas besoin de salaire, j'étais bien. Tonton et colère, tout va de
victoire, la gloire, tout foire, parce que ce soir, le vieil homme a séduit un caillou dans sa chaussure, un vieux rhume qui dure. Et puis cette nuit, misère, il a rêvé qu'un beau jour, la gauche revenait. René Pierre Signet, s'il ne restait qu'un seul message de Mitterrand à retenir, je crois que ce serait ça, rassemblez-vous. Rassemblez-vous et faites taire les dissonances qu'il peut y avoir dans le Parti socialiste. C'est la maladie du Parti socialiste, les dissonances. Depuis 1905, Congrès du Globe, il y avait déjà un partage entre Gued et Jaurès. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Vous pouvez suivre, il y a toujours eu des courants rivaux. Ces courants rivaux, Mitterrand avait su les faire taire. Parce qu'il avait un charisme, une autorité, une séduction telle que ça n'a pas joué, ça n'a pas freiné l'ascension du Parti socialiste. Je crois qu'il dirait ça, il dirait rassemblez-vous, gardez vos idées, les courants d'idées, c'est une bonne chose, mais rassemblez-vous sur un objectif commun qui est d'abord la prise du pouvoir. Tonton s'en va.